Il y a des traces de pinceau. Je trouve qu'il est réel. Ouais, moi aussi, je trouve ça. Réel. Salut les amis. Ce matin, je vous emmène chez Chloé. Elle est céramiste potière. Alors, j'aimerais ça que vous me donniez vos questions. Quelles sont les étapes pour fabriquer un bol? OK. Comment faites-vous les décorations? D'accord, c'est noté. Quelle pâte utilisez-vous? Une dernière peut-être? Pour être potière, vous avez besoin de quel outil? OK, parfait. C'est noté. On embarque le pupitre et on y va. Allô? Ah! Hey, salut Chloé. Salut! En plein travail? Oui! Wow! C'est super. Merci de m'accueillir ce matin chez toi, dans ton atelier. Ça me fait plaisir aussi. Que je connais un petit peu, je dois avouer. Et puis tu fais quoi ce matin? Je recycle mon argile. C'est une vraie boue que je fais sécher pour pouvoir faire une pâte après, pour pouvoir recommencer mes poteries avec ça. Donc c'est des restants en fait que tu réutilises. Ouais, c'est des récents que je mélange avec de l'eau. Tu vois ici, elles sont secs. Ça, c'est mes bols qui sont cassés. Je les laisse sécher. Après ça, je les brise. Je les mets dans ce bac-là avec beaucoup d'eau. Ça devient de la boue. Cette boue-là, je la mets ici pour qu'elle sèche. Puis après ça, je la pétris pour en faire une pâte qui est beaucoup plus molle et surtout très modelable. OK, donc c'est ça ta matière première. C'est ça, c'est de l'argile. C'est ça, une argile très molle, très malléable. Je peux faire des formes et tu vois en quelques secondes, un bol. OK Chloé, maintenant tu viens de nous parler que tu avais de l'argile, mais en fait, quel type d'argile tu utilises et d'où est-ce qu'elle vient? C'est une bonne question. Je pense que c'est de la pâte à modeler. Moi, je pense que c'est de la glace qu'on retrouve dans les rivières. Il y a toutes sortes d'argiles. On a des argiles qui sont potières vraiment pour réaliser des pots, mais on a aussi des argiles pour faire des briques, pour faire des maisons. On a des argiles aussi pour, par exemple, le soin, la santé. L'argile étant très, très dure une fois cuite, la céramique, on peut s'en servir aussi. Je veux dire, la NASA, quelquefois, a des outils qui sont envoyés, Hydro-Québec aussi, sur les grandes lignes. C'est une matière qui est très solide une fois cuite, fait qu'on peut s'en servir de plein de façons. OK. Cette argile-là, c'est un grès. C'est vraiment une argile qui est parfaite pour faire de la poterie. Elle est solide, elle respecte, je veux dire, elle n'est pas toxique pour l'alimentaire. D'accord. Puis elle se chauffe bien aussi, elle a vraiment des bonnes caractéristiques pour faire la poterie. Tu aurais pu faire boulangère. Quoique c'est un peu l'inverse, tu vois, le pain, il faut dégazer, c'est sûr, mais il faut quand même respecter la matière qui a plein d'air dedans. Alors que moi, c'est l'inverse. Tu enlèves l'air? J'enlève l'air. Si l'air est dans une pièce, il y a une bulle d'air dans une pièce, il y a des risques après ça pour la cuisson. Cette argile-là, elle est toute molle parce qu'elle est pleine d'eau. C'est pour ça qu'elle est molle de même. Mais une fois qu'elle va sécher, elle devient de plus en plus dure. Puis, donc l'eau s'en va dans le fond. Puis même en cuisson aussi, l'eau s'évapore. Fait que la bulle d'air, elle reste coincée en dedans. Puis là, ça fait de la pression, puis ça peut exploser dans les fours. C'est pour ça qu'il faut enlever vraiment l'air partout, tout le temps. Et là, tu la prépares pour quel usage quand tu fais ça? Là, je l'ai pétrie. Elle a tourné sur elle-même. Oui. C'est une préparation pour le tournage. OK, donc pour aller sur le tour, sur C'est ça. l'appareil. C'est ça. D'accord. On y va? On y va. Moi, je crois, on prend la pâte, on la met sur une machine qui tourne. On la pèse, ça fait monter le bol, on le met dans le four. Donc ça, c'est la terre qu'on a préparée tout à l'heure et... Là, elle est toute pétrie.
elle est vraiment pétrie de façon circulaire parce que les gestes que je vais faire vont être circulaires aussi. Fait qu'elle se prépare beaucoup mieux. Donc la matière doit avoir le même sens que ton geste. Ouais, c'est ça, ça aide. Donc là, tu as projeté J'ai projeté l'argile sur la girelle pour pas qu'elle décolle. Parce qu'elle est quand même lourde. Puis vu que la girelle tourne, si elle n'était pas fixée, elle pourrait s'en aller puis éventuellement détruire mes pièces qui sont à côté de moi. OK. Là, le secret du tournage, c'est la force centrifuge. La force centrifuge, c'est une force qui tourne. Mettons que ma boule ne serait pas centrée, on le voit ici, ma main bouge, mon avant-bras bouge. C'est sûr que là, si j'essaye de percer mon argile pour faire un bol, mon bol, il va être tout croche. OK. Fait que la première étape de toutes les formes que je vais tourner, à chaque fois, c'est ce qu'on appelle le centrage. Je suis en train de le faire présentement. Et ça, qu'importe la forme, que ce soit une assiette très plate ou un vase très très haut, je dois toujours centrer mon argile. OK. Donc c'est comme une roue d'une voiture, il faut que ça tourne rond. Oui, c'est ça. Comme une toupie, comme si on la voyait plus tourner. D'accord. J'essaie d'en faire comme une belle petite poque de hockey, bien au centre. Une fois qu'elle est bien centrée, je viens percer l'argile avec mon pouce. Donc là, on essaie de faire un bol. Oui, je vais essayer de faire, vu que j'ai beaucoup d'argile, je vais essayer de faire comme un espèce de vase, mettons. OK. Là, tu vois, je pince l'argile et je la monte dans les airs. Quand tu dis que tu pinces, qu'est-ce que tu fais en fait avec tes doigts? Je mets une main à l'intérieur, une main à l'extérieur. Les deux mains se rejoignent à l'intérieur. D'accord. Comme une pince en fait, comme C'est ça. le bout d'une pince. Là, sans m'arrêter, je monte jusqu'en haut. Et je recommence plusieurs fois. OK. Toujours bien humide, c'est important. Pour que ça glisse. OK. Une fois que mon argile est montée, c'est à ce moment-là que je vais faire une forme. On s'amuse. Et là, l'idée, par exemple, qu'est-ce que tu vas chercher à faire comme forme? Une espèce de vase ballon. OK. Est-ce que tu peux changer la vitesse de rotation du tour? Du tour? Ouais, c'est même conseillé. C'est un peu comme quand on conduit. Quand tout va bien, on peut aller un peu plus vite, mais s'il y a des virages ou que la route est glissante, ben on va moins vite. C'est la même chose avec le tour. Tu vois, là, je vais moins vite parce qu'il est plus haut, puis c'est très, très mou, hein. Faut se rendre compte que, wouh, tu vois? Effectivement, oui. Fait que quand ça devient plus dangereux, on se permet d'aller un peu moins vite avec le tour. OK. Et voilà. Donc en fait, c'est quand même assez rapide de faire un objet. Ouais. C'est rapide à tous les jours, mais il faut y être tous les jours. Aujourd'hui, j'ai tourné, il va sécher toute la journée. Demain, il va être plus sec. Tu vois, je peux le manipuler. Ouais. Ici, on voit, il a commencé à sécher, même un petit peu trop ici. On voit qu'il a commencé à changer de couleur. Ouais. Fait que c'est à ce moment-là que je vais travailler vraiment le pied pour avoir un pied plus travaillé. Okay. J'ai pas l'exemple sous la main, je te montrerai à côté. Mais c'est à ce moment-là, tu vois, que je peux le toucher. Alors que le bol qu'on vient de tourner aujourd'hui, je peux pas le toucher, ouais. Il est trop mou. Mm-hmm. C'est pas long, mais c'est beaucoup d'étapes tous les jours. OK. Donc ça veut dire qu'une étape suit l'autre et qu'à chaque fois, c'est une étape de finition supplémentaire. C'est ça. Si on part d'un objet qui est plutôt brut pour avoir un objet qui est plutôt fini. Exactement. OK. Chloé, maintenant que tu nous as montré comment on partait pour, en fait, comment réaliser un objet brut, là, on va prendre un objet que tu as fait hier soir, qui a déjà séché, et on va essayer de comprendre un peu l'étape suivante, qui est de, comme tu disais, préparer un pied d'une façon plus finie. Comme on disait tantôt, le bol que j'ai fait, le vase que j'ai fait sur le tour, il est trop mou, parce qu'il n'a pas séché. Celui-là a séché, fait que je peux vraiment le prendre dans mes bras, le retourner. C'est même le bon moment pour coller des anses, par exemple, ou des petits boutons, des petits décors. Là, ce que je vais faire, c'est vraiment travailler le pied. C'est un peu le même travail qu'un tourneur sur bois, sauf que plutôt que travailler à l'horizontale, je vais travailler de cette façon-là. Il faut vraiment que ta pièce soit centrée sur le tour. Sinon, tu n'as pas une pièce droite. Puis là, tu es en train de donc, caler l'objet sur le tour. C'est ça. C'est une précaution. OK. Donc, de cette manière-là, il va rester vraiment à sa place. C'est ça.
Fait que je vais venir ronger l'argile avec mon outil. Comment ça s'appelle? Cet outil-là, c'est une mirette. Une mirette? Oui. Ok. Fait que je vais venir ronger l'argile pour donner beaucoup plus d'élégance à mon pot. Donc l'argile n'est pas vraiment sèche à 100%. C'est ça. Hey, il reste un petit peu d'humidité, juste assez pour venir sculpter. Ok. On a différents états de terre en céramique, en tout cas en céramique, en poterie, dans l'atelier. On a vraiment, comme tantôt, dans le gros seau rouge, là, c'est de la barbotine. C'est vraiment Ok. de la boue, c'est tout mou, c'est collant. Ça, c'est ta terre recyclée. C'est ça. Après ça, on a vraiment la pâte. C'est quand on la pétrit puis qu'on peut tourner avec. Ok. Ensuite, on a cette argile-là qu'on appelle texture cuir, parce qu'on pourrait un petit peu, tu vois, ça c'est les petits copeaux de cette argile, puis tu vois, elle est encore souple un petit peu. Ouais. Fait que c'est la texture cuir. Et après ça, quand ça sèche vraiment, on a une texture qu'on appelle verte. Et c'est à ce moment-là qu'on peut cuire. Ok. Est-ce que c'est à voir avec la couleur ou c'est à voir avec complètement autre chose que la couleur? Ben c'est... Oh non, le fait que ça s'appelle vert? Oui. Non, je sais pas d'où ça vient. Ok. Je sais pas, je pourrais pas te répondre, mais la Ouais. couleur ne devient pas verte. Ok, ça devient pas vert. Là, c'est un outil qui s'appelle une estèque. Je viens juste fignoler un petit peu la texture du pot. Puis après ça, quelque chose qu'il faut pas oublier, la signature. Et voilà. Tu vois, lui, il n'est pas encore assez sec. Je peux pas le mettre dans mon four. Après ça, je vais le mettre dans mon four une fois que c'est très sec. Ok. Et quand il sort, il change même déjà de couleur. Ok. Ça, c'est pas fini encore. C'est juste la pré-cuisson. Ça permet que l'argile, elle soit très poreuse. Si j'humidifie un peu, hop, ça disparaît. Ça, c'est parce que vraiment, le pot, il est capable d'absorber des liquides. Et ça, c'est très important, justement, si on veut décorer. Comment on appelle cet état-là d'un objet de poterie? Il y a comme deux noms. On dit biscuit ou dégourdi. D'accord. Donc ça veut dire qu'on dirait que c'est une cruche dégourdie. Oui, on dirait que c'est une cruche dégourdie. Ok. Ça, c'est à savoir, c'est la terre brune qui est ici. D'accord. Si elle sort rose comme ça, c'est à cause du fer. Il y a de l'oxyde de fer. L'oxyde de fer, on le sait, hein, c'est rouge. C'est comme quand ça rouille, là, Ouais. le métal devient rouge. Donc, c'est la présence de l'oxyde de fer dans l'argile qui va le rendre rose. Ok. J'ai une autre argile qui, elle, sort très noire. C'est un autre type d'oxyde. C'est ce qu'on appelle du manganèse. Et là, tu vois, l'argile, à cette étape-ci, du biscuit, elle sort violette. Et elle sera noire. À la deuxième cuisson, cuisson. c'est ça. C'est comme si, à haute température, les oxydes se révélaient encore plus forts. D'accord. Donc ça suggère que ta première cuisson est à moins haute température que la seconde. Si tu veux vraiment tout savoir, Oui. Allons-y. la cuisson qu'on appelle biscuit est écrite ici. On va monter en degrés Celsius à 955 degrés Celsius. Ok. Et ma deuxième température, pour du grès des porcelaines, ça peut monter jusqu'à 1305 degrés Celsius. Dans le fond, il faut vraiment voir notre four chez les céramistes, ou même les verriers, ou les forgerons, un petit peu comme un volcan, sauf qu'on le contrôle. C'est-à-dire que notre matière, elle va faire comme flambi, comme dans un volcan à l'intérieur, là, quand c'est très très chaud, là, ça a envie de couler, sauf que nous, on s'arrête juste à ce moment-là. D'accord. Ce qui fait que notre matière, elle va vraiment se transformer, puis elle va durcir, puis elle va être durable sous la Ok. forme que nous, on lui a donnée. Donc ça va devenir comme une roche qui a été proche de la fusion, mais qui ne l'a jamais atteinte vraiment. Mm. Et là, tout à l'heure, on parlait de décoration. En fait, si j'ai bien compris, l'étape de biscuit, donc la première cuisson, c'est là qu'on en arrive avec tout ce qui est décoration. C'est ça. Parce que ça peut absorber du liquide. Exactement. Est-ce qu'on peut voir qu'est-ce qui arrive? Oui. Elle colle des collants dessus. Elle utilise de la peinture. Donc Chloé, là, on est dans l'espace que tu utilises pour faire la décoration. Ouais, j'appelle ça mon laboratoire. Il y a tout le matériel qu'il faut pour faire ce qu'on appelle des glaçures. Les glaçures, c'est bêtement une espèce de vitre qu'on va déposer sur la poterie. Et à haute température, elle va couler puis elle va recouvrir la poterie. Ce qui fait que ça va venir complètement glacer le pot. Tu Ok. vois ici, j'ai des pièces qui sont cuites à haute température, qui sont terminées. Donc la poterie comme la glaçure sont complètement cuites et elles sont finies. Ouais. Alors qu'ici, C'est pas le cas. c'est pas cuit encore. Donc les deux objets qui sont ici
eux, sont crus, ou en tout cas biscuits. C'est ça, exactement. Et de l'autre côté, on a les mêmes objets, plus ou moins, avec La vraiment haute température. la haute température qu'on Tu va vois, aller voir tantôt. La glaçure, quand elle n'est pas cuite, elle est comme poudreuse. Puis Ça, elle n'a c'est- vraiment pas la même couleur. Mon Ok. rouge, ça va être mon noir. OK, donc si je comprends bien, ce qui est pâle ici, ça a été rajouté après la première cuisson. C'est ça, C'est ce que tu appelles la glaçure. exactement. Et une fois cuite à température plus élevée, l'objet fini va être de cette couleur-là, pardon. Tu peux voir ici mon émail. C'est vraiment comme une grosse soupe. Tu vois, c'est de l'eau avec des minéraux. Ça peut être des silices, des feldspaths, des kaolins. Et il y a aussi des oxydes métalliques. C'est avec ça que je fais mes couleurs. Il y en a un petit peu ici. Donc tous ces éléments-là, c'est comme la peinture pour le peintre qui fait un tableau Ouais. Sauf plus que compliqué peut-être. Ben si tu veux rester dans la même idée que le peintre, c'est la même chose, sauf que nous, en plus, on fabrique notre canevas qui est le pot et Ouais. on fabrique notre couleur. Chimiquement, il faut faire des recherches pour trouver quelle couleur on aime. Mettons que la glaçure, là, je peux avoir toutes sortes d'opacité, toutes sortes de couleurs, toutes sortes de textures dessus. Si je la veux pour des sculptures, mettons que je veux colorer des cheveux, je vais les faire très granuleux, voire même avec des bulles, contrairement à une poterie que je veux très brillante et très douce. Tout ça, Ok. ça se fait ici. Tu vois, j'ai beaucoup de produits chimiques. Tous ces produits-là, je peux les mélanger à différents pourcentages pour obtenir des recettes complètement différentes. D'accord. Alors tout ça, ça demande beaucoup d'essais. Tu D'accord. vois, j'essaye avec des choses comme ça. J'en ai un peu partout, j'en ai à côté aussi. Donc, j'utilise juste des tout petits morceaux de céramique que derrière, je vais numéroter. Et ce numéro-là correspond à une recette en particulier. D'accord. Donc tu as comme un gros livre de recettes dans lequel sont présentes toutes ces recettes-là, justement. Et après ça, tu les testes. C'est ça, Et tu choisis celle qui te plaît dans celle que tu trouves. c'est ça. C'est lui, mon livre de recettes. OK. Fait que j'essaye mes couleurs. Quand certaines me satisfont, je vais garder son code et je peux même la rechercher encore, faire encore d'autres recherches OK. à Donc, côté. donc, des années plus tard, tu peux retrouver une couleur que tu avais déjà fait parce que tu sais exactement le dosage de chaque élément qui la compose. Je t'avouerai que c'est même souvent comme ça que ça marche. C'est tellement long de faire des recherches en céramique. Je veux dire, même mon four, t'as-tu vu la taille de mon four? Si je cherche une couleur, ben, je veux pas juste mettre 10 petits essais comme ça dans le four. Je vais en mettre beaucoup ou alors attendre que le four soit rempli par des pots, des choses. Fait que j'ai jamais la réponse le lendemain. C'est toujours longtemps après. OK. Et alors, en fait, pour cette couleur-là, par exemple, combien de temps, te souviens-tu que ça t'a pris pour la trouver? Combien de temps j'ai mis pour la trouver? Je dirais de tête comme ça quelques mois. Ok. Entre le jour où j'ai décidé de faire un noir et de faire une production qui me convient. Fait que là, on va aller voir la cuisson. La deuxième cuisson, en fait, donc à partir de cet objet-là, pour arriver à Qu'est-ce qui se celui-là. passe? Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour que la glaçure blanche et que la terre rose devienne une glaçure bleue avec une belle terre bien rouge? Fait que là, Chloé, on est de retour devant les fours. Et là, on a un four qui a travaillé et qui a donc fait une deuxième cuisson dernièrement. Ouais. Elle a été terminée hier après-midi, hier midi. Fait que toi, c'est très long de refroidir. Il est encore chaud. Si tu mets ta main ici, tu vas Ok. le sentir. Oui, effectivement, oui. Fait que là, j'ai laissé un petit pilier ici pour laisser quand même sortir un petit peu la chaleur, l'aider à refroidir. Et là, on l'ouvre. Donc là, on voit des objets qui sont vraiment rendus de la céramique. Fait qu'ici, on a vraiment le bleu qui a vraiment cuit et qui s'est transformé, ainsi que l'argile. Ici, on a la pièce d'une de mes élèves. Vois-tu l'émail? Comme il coule et comme il brille. Oui. Donc ça, c'est l'effet des couleurs qui ont été appliquées. Ouais, c'est ça. Les émaux ici sont un petit peu superposés. Donc, c'est toutes sortes de verres colorés qui se mélangent. C'est sûr qu'à haute température, quand on ouvre un four, c'est toujours un peu magique. On sait pas trop ce qui se passe Ok. quand on fait des recettes un peu comme ça. OK. Mm. Donc le résultat, en fait, est toujours un peu improbable Pour... dans la couleur. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui jouent encore avec la céramique, oui, Ouais. c'est sûr. Puis je joue encore moi-même, encore beaucoup. Mhm. Mais quand on est dans une production potière, classique, tu sais Ce que qu'on je a veux vu tout à l'heure, en dire, ouais, fait. c'est ça. Au bout d'un moment, Là, t'as c'est plus la de surprises. recette et la couleur arrive telle C'est quelle. ça. Puis quand t'as des surprises, souvent elles sont pas bonnes. C'est des choses que t'as pas prévues. Fait que c'est très important d'essayer. Donc Mhm. pour essayer, il faut se lâcher lousse puis jouer. C'est important. OK. Bon,
Bon, ben Chloé, merci beaucoup pour la visite de ton atelier. Ça m'a fait plaisir. Aussi pour les secrets que tu nous as révélés aujourd'hui. Je pense que les élèves sont très contents d'écouter d'ailleurs. J'avais une petite dernière chose avec toi, c'était un questionnaire OK. qu'on a concocté pour peut-être essayer de mieux te connaître, vu qu'on connaît un peu mieux ton métier. Alors la première question est très simple. Tu es né où, Chloé? Ah, à Strasbourg, en France. L'école primaire, tu l'as faite à quel endroit? Un petit village qui ressemble à Saint-Urbain, qui s'appelle Cornimont, dans les Vosges, juste à côté de l'Alsace, dans le fond. Et suite à ça, ton parcours scolaire a ressemblé à quoi? Ça a été assez classique jusqu'au secondaire, cégep, où là, je me suis plus orientée dans le domaine du soin à la personne. Mais j'étais trop créative, fait que je suis partie après ça dans des cursus beaucoup plus artistiques, avec des options céramiques, puis c'est là que toute l'aventure a commencé. Et en fin de compte, à quel moment est-ce que tu as développé cette passion-là, justement, dans tes études pour la céramique? La passion est arrivée assez tôt, je pense, mais c'est surtout une soif de découvrir puis d'apprentissage. Le fait d'être professionnel aujourd'hui, c'était pas mon objectif à l'époque. Ce que j'aimais, c'était cette matière-là qu'on peut manipuler, qu'on peut transformer, les rencontres que ça m'offrait. Parce que cet apprentissage-là, il n'est pas très académique. Il n'y a pas une école en tant que telle pour devenir un métier d'art, un céramiste. Tu sais, un potier, je trouvais son travail intéressant, fait que j'allais le voir. Puis tu sais, c'est pareil, là, des échanges de secrets, je te file un coup de main, tu m'aides à apprendre, etc. Donc, à quel moment, en fin de compte, c'est devenu pour toi une évidence que ça devait être un métier? Peut-être quand j'ai eu mes enfants. OK. Ça a été l'élément déclencheur. Ouais, ben, mettons que c'est mon expertise. Au bout d'un moment, il faut s'en servir. Au quotidien, ton atelier, ça doit être quand même des défis. Quel genre de défis tu rencontres dans ton atelier au quotidien? Ben moi, je te dirais que le métier d'art en tant que tel, c'est déjà un beau challenge. T'sais, dans le sens où on crée des objets qui existent déjà, qui sont usinés facilement pour pas cher, qui sont en vente partout, et on s'obstine, nous, artistes en métier d'art, à recréer ces mêmes objets, mais à notre façon, à notre image. La petite tasse pour le cappuccino. Je trouve que c'est déjà un challenge en soi de faire comprendre ou, comment dire, de faire accepter que ce patrimoine-là est important, que ce savoir-faire-là est nécessaire, que l'objet métier d'art est vraiment autre chose qu'un objet usuel acheté de manière industrielle. On est ailleurs. Est-ce que tu dirais qu'un objet de métier d'art a une âme peut-être un peu plus qu'un objet qui viendrait d'une simple usine quelque part dans le monde? Moi, je te mettrais la même exemple, mais sur un autre objet comme, mettons, du pain. Tu sais, un pain que tu as pétri toi-même puis que tu as fait cuire dans un four à bois, mettons, n'aura jamais le même goût qu'un pain sous plastique acheté dans un rayon d'épicerie. Tu n'auras pas du tout la même histoire avec ce pain-là. Tu n'auras pas du tout la même histoire avec les personnes qui sont autour de la table qui partagent ce pain-là. Et même moi, j'ai même la chance de pouvoir fabriquer ce pain-là, fait que c'est encore plus de valorisation. Je peux pas juste le manger, là, je le fabrique. Fait que je pense que c'est tout un univers un peu parallèle, ce métier d'art-là, ce métier d'artisan, parce qu'en effet, ça peut être le boulanger, le pâtissier, tous ces métiers-là où on se sert de nos mains et de notre tête, et en plus, il faut être créatif. C'est des métiers qu'il faut perdurer, puis il faut mettre en valeur, même s'il existe les mêmes produits auxiliaires dans le commerce. Dans l'atelier, on en a parlé un petit peu, mais je voulais remettre cette thématique-là de l'avant rapidement. La notion d'échec et d'erreur, d'échec en fait, pardon, et de réussite, pour toi, ça représente quoi dans ton métier, dans ton atelier? L'échec et la réussite vont ensemble parce que tu peux pas avoir de réussite sans échec. Justement, même tu considères une réussite, c'est parce que tu as soulevé des choses qui sont que tu as soit eu un échec un jour ou présentement, mais tu arrives à les soulever pour réussir. Fait que ça va ensemble, c'est absolument pas dissociable. Tout à l'heure, on parlait des couleurs, par exemple, et tu disais qu'il fallait faire des essais réguliers, et en fait, beaucoup de ces essais-là étaient mis de côté, donc on pourrait dire que ce sont des échecs, mais en fait, ce que tu nous dis, c'est qu'au final, c'est le chemin pour arriver à la réussite, à avoir une belle couleur, par exemple, pour toi dans ton atelier. Ouais, on a tendance à penser que le mot échec a une connotation comme négative, mais pas forcément. Ça dépend comment on le prend. Ça peut être très positif dans le sens où on est en train de faire une recherche, on est en train de réussir. Fait, le mot échec n'est pas négatif du tout. Donc pour toi, c'est vraiment deux mots qui vont de pair. J'ai une dernière question. Chloé, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Qu'est-ce que je veux faire quand je vais être grande? Mais c'est drôle, mais peut-être aller à l'école. OK. Mais moi, j'ai bien aimé ça, apprendre les choses que j'aime. Quand tu es vraiment dans une école qui te convient, que tu as des professionnels qui se penchent sur toi pour répondre à tes questions que tu te poses,
et que tu es dans l'apprentissage de quelque chose qui te passionne, je pense que c'est la plus belle place au monde. Hein? En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Puis au plaisir de revenir travailler dans ton atelier. Quand vous voulez. Salut les amis. Alors voilà, on a pu découvrir aujourd'hui l'atelier de Chloé et un petit peu son métier, comment elle fabrique des objets de poterie et ce qu'elle fait pour faire de la céramique. En même temps, on a été chanceux, on a pris le temps d'apprendre à la connaître un petit peu, elle nous a raconté son histoire. Alors on se voit la semaine prochaine pour un nouveau sujet.